On songe rarement à présenter la lutte des classes tant elle apparaît comme une évidence. Paradoxalement, la lutte des classes a occupé une place centrale dans plusieurs de nos vidéos, mais on n'avait jamais pris le temps d'y consacrer un sujet à part entière. Alors, dans cette petite vidéo, on va nécessairement ressortir des éléments qu'on a déjà évoqués dans de précédents épisodes. Par certains aspects, cet épisode peut s'apparenter à un exercice de synthèse. Bon, et maintenant, c'est quoi la lutte des classes ? La lutte des classes, c'est en fait un concept assez simple qui repose sur l'idée qu'un conflit permanent va opposer les différentes classes qui composent la société. Cette lutte des classes, elle se manifeste encore bien évidemment aujourd'hui à travers les nombreux mouvements de grève. La lutte que mènent les salariés contre leur patron n'est que l'expression d'un conflit plus large qui oppose le prolétariat à la bourgeoisie. La grève, c'est peut-être la forme la plus iconique de la lutte des classes. Mais la lutte des classes s'incarne aussi sur le terrain politique. Les partis et organisations qui s'affrontent sont ainsi en partie l'expression des intérêts opposés des différentes classes sociales, ou fractions de classes. La lutte des classes se manifeste aussi à travers des exemples moins conventionnels. Prenons la gentrification par exemple. C'est un phénomène urbain qui voit les catégories les plus aisées s'installer dans certains quartiers populaires jusqu'à se les accaparer entièrement et les remodeler à leur guise. Confrontés à la hausse des loyers et à la transformation de leur espace de vie, les catégories populaires finissent par partir. Et bien ça, c'est encore de la lutte des classes. L'espace urbain est donc un champ de bataille pour la lutte des classes, au même titre que l'entreprise ou la politique. Le terrain culturel n'est évidemment pas épargné. La valorisation d'une culture élitiste dominante et le dénigrement systématique des cultures populaires, c'est encore de la lutte des classes. Accrochée à sa prédominance en matière culturelle, la bourgeoisie s'évertue à discréditer les cultures populaires et à les maintenir à un rang subalterne. On pourrait encore largement développer d'autres exemples, notamment en matière d'éducation, mais vous aurez compris l'essentiel. Le conflit qui oppose les différentes classes sociales se manifeste de façon très diverse dans tous les domaines. La lutte des classes n'est pas née avec la société capitaliste moderne. Sous l'Antiquité déjà, on constate d'importants antagonismes sociaux. Parmi les exemples les plus fameux, citons l'opposition à Rome entre la plèbe et les patriciens, évoquons aussi les importantes révoltes d'esclaves dont la plus connue est certainement celle de Spartacus. Au Moyen-Âge et à l'époque moderne, l'autonomie acquise par les communes s'inscrit dans un conflit entre la bourgeoisie et la noblesse. Et évidemment, on peut aussi évoquer l'histoire des multiples révoltes paysannes d'ampleur qui éclatent le pouvoir des seigneurs. Bref, les conflits entre classes sociales, ça date pas d'hier. Les classes se sont opposées en permanence à travers l'histoire. Cette lutte des classes, qui ne s'interrompt jamais et prend des formes multiples, elle n'est pas passée inaperçue aux yeux des observateurs. Si on associe assez logiquement ce concept à Karl Marx, ce n'est pourtant pas lui qui en est à l'origine. L'origine de l'expression lutte des classes est en effet attribuée à François Guizot, qui l'aurait utilisée pour la première fois en 1828. Historien et homme politique libéral, Guizot déclare que l'Europe moderne est née de la lutte de diverses classes de la société. Il constate que les classes ont lutté constamment et note que cette lutte a été une cause de progrès. Finalement, avec Guizot, l'essentiel est là. Il identifie déjà le caractère permanent des affrontements entre les groupes qui composent la société et il reconnaît aussi que cette lutte est un élément déterminant pour faire avancer l'histoire. Le concept développé par Guizot séduit les autres historiens libéraux qui vont alors s'empresser de l'adopter. On retrouve ainsi la lutte des classes sous la plume d'Augustin Thierry, mais aussi sous celle de l'odieux Adolphe Thiers. Quand Karl Marx reprend la notion de lutte des classes, celle-ci est donc déjà bien installée dans le paysage intellectuel. Il affirmera ainsi que « Ce n'est pas à moi que revient le mérite d'avoir découvert l'existence des classes dans la société moderne, pas plus que la lutte qu'elle s'y livre. » Des historiens bourgeois avaient exposé bien avant moi l'évolution historique de cette lutte des classes. Des historiens bourgeois, Karl Marx retient l'idée que la lutte des classes occupe une place centrale dans l'histoire. Le manifeste du Parti communiste proclame ainsi que l'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte des classes. Pour Marx, une lutte ininterrompue a toujours opposé à travers l'histoire oppresseurs et opprimés. En fait, Marx explique que la division de la société en classes procède des modes de production. En effet, si l'organisation de l'activité économique a fortement changé au cours de l'histoire, elle a, depuis le néolithique, toujours reposé sur l'exploitation des uns par les autres. Les maîtres de l'Antiquité s'enrichissaient du travail de leurs esclaves et en tiraient leur position dominante.
Il en va de même pour les seigneurs féodaux profitant du travail de leurs paysans et pour les bourgeois de l'ère industrielle qui exploitent leurs ouvriers. Tant que le mode de production reposera sur l'exploitation des uns par les autres, il y aura donc toujours des classes oppressives et des classes opprimées. Les classes oppressives vont évidemment chercher à conserver leur position dominante et toujours exploiter davantage les classes qu'elles oppressent. Les classes opprimées ont quant à elles évidemment intérêt au changement et vont chercher à résister à leur exploitation. Les intérêts des différentes classes sont donc diamétralement opposés. Cette opposition va nourrir une lutte continue entre les différentes classes. Lorsqu'une classe opprimée parvient à renverser la classe oppresseuse, elle installe alors son propre système de domination. Ainsi, la bourgeoisie a profité de la Révolution française pour se substituer à la noblesse et s'ériger en nouvelle classe dominante. C'est bien la lutte des classes qui fait avancer l'histoire. La lutte des classes continuera tant que les classes existeront. Pour mettre fin à la lutte des classes, il faut abolir la société de classe. Et pour abolir cette société de classe, il faut mettre fin au mode de production reposant sur l'exploitation des uns par les autres. Mais comment espérer la fin de la société de classe alors que celle-ci se maintient sous des formes diverses depuis des millénaires ? Marx note qu'avec le mode de production capitaliste, les choses se sont considérablement simplifiées. Tandis que la bourgeoisie occupe la place dominante, le prolétariat ne cesse de se développer. Les autres classes, quand elles n'ont pas disparu, sont vouées à la marginalisation. C'est donc le face-à-face final qui s'annonce. Pour mettre fin à son oppression, le prolétariat doit renverser la bourgeoisie et s'ériger en nouvelle classe dominante. Mais cela n'est pas suffisant. Si le prolétariat doit s'ériger en nouvelle classe dominante, cela signifie en effet qu'il reste encore différentes classes et que donc la lutte des classes se poursuit même après la Révolution. Et c'est précisément parce que les prolétaires vont devoir continuer de mener la lutte des classes après leur accession au pouvoir que Marx préconise la fameuse dictature du prolétariat. Autant vous le dire tout de suite, les anarchistes ne seront pas vraiment d'accord avec cette dernière affirmation. En fait, la lutte des classes ne prendra réellement fin qu'avec l'avènement du communisme, c'est-à-dire la société sans classe. La disparition des classes met fin à la lutte des classes, ça semble plutôt logique. Puisque la lutte des classes est un moteur de l'histoire, Marx va logiquement y accorder une place centrale dans sa réflexion. À travers des ouvrages tels que La lutte des classes en France, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte ou encore La guerre civile en France, Marx s'attache ainsi à rapporter et décrypter les événements dont il est le contemporain à travers le prisme de la lutte des classes. La notion imprègne évidemment aussi ses travaux économiques. La lutte entre patrons et travailleurs autour de la plus-value est ainsi présentée comme la traduction économique de la lutte des classes. Après Marx, les différents courants marxistes continueront d'accorder une grande importance à la lutte des classes. C'est à travers le prisme de la lutte des classes que les événements doivent être lus et analysés. Les intérêts de la classe dominante et de la classe exploitée étant diamétralement opposés, il est vain d'espérer atteindre un compromis durable. La reconnaissance de la lutte des classes implique donc à la fois l'indépendance de classe et la nécessité d'un changement révolutionnaire. Évidemment, un tel concept colle mal avec des stratégies réformistes cherchant des compromis dans le cadre du système existant. Dès la fin du 19e siècle, le social-démocrate allemand Eduard Bernstein préconisait d'abandonner l'idée de la lutte des classes. Cela conduit à la querelle révisionniste qui agita la Deuxième Internationale. Marginalisé en son temps, Bernstein devait l'emporter à titre posthume. Après la Seconde Guerre mondiale, la plupart des partis socialistes et sociaux-démocrates abandonnèrent plus ou moins rapidement la référence à la lutte des classes. Leur pratique était de toute façon depuis longtemps déjà en contradiction avec ce principe. Le concept de lutte des classes, vous vous en doutez, est aussi largement contesté à droite. Les apôtres de la lutte des classes sont accusés d'affaiblir la nation en cherchant à diviser. Il existe par ailleurs une critique d'inspiration libérale qui refuse la lutte des classes en considérant que l'analyse doit se faire à l'échelle de l'individu et non à celle des groupes sociaux. Enfin et surtout, la principale attaque contre la lutte des classes consiste à la déclarer périmée. Le développement du capitalisme aurait permis l'émergence d'une immense classe moyenne. Le prolétariat et ses combats appartiendraient désormais au passé. La lutte des classes ne serait donc plus d'actualité.
Ces discours, maintes fois entendus sur l'ascension de la classe moyenne, collent cependant mal avec les données statistiques qui indiquent depuis de nombreuses années un accroissement continu des inégalités. Rappelons aussi que, pour les marxistes, l'appartenance à une classe sociale ne dépend pas du niveau de revenu, mais de la place dans le système productif. Même si les conditions de vie en Europe de l'Ouest se sont fortement améliorées par rapport au siècle précédent, encore heureux, les travailleurs restent dans leur immense majorité des salariés, et donc des prolétaires dont les intérêts divergent de ceux de la bourgeoisie. Il y a quand même des critiques plus constructives, qui évidemment n'émanent pas de la droite. L'exploitation d'une classe par une autre n'est pas la seule source d'oppression. Sexisme, racisme, xénophobie ou encore homophobie, la liste n'est pas exhaustive évidemment, mais il est évident qu'il y a de nombreuses luttes qui doivent continuer d'être menées contre les diverses formes d'oppression. Longtemps, ces luttes ont été cantonnées à une place marginale par les organisations issues du mouvement ouvrier, qu'il s'agisse des groupes politiques ou des syndicats. La priorité devait être accordée à la lutte des classes. Toute autre lutte ne pouvait que disperser les énergies et détourner de la lutte des classes. Trop souvent, l'argument de la priorité à donner à la lutte des classes a servi de prétexte pour refuser d'agir contre les autres formes d'oppression. Encore aujourd'hui, il n'est malheureusement pas rare d'entendre dans les échanges militants que la prise en compte trop importante des luttes contre les différentes formes d'oppression conduirait à diluer et finalement à oublier la lutte des classes. Mais si le mouvement ouvrier a longtemps été rétif à prendre en compte les luttes contre les autres formes d'oppression, la réciproque est également vraie. Au début du XXe siècle, la militante révolutionnaire Alexandra Kollontai critiquait ainsi le mouvement féministe de son époque qu'elle qualifiait de bourgeois. En refusant de prendre en compte la lutte des classes, ce féminisme bourgeois prétendait faussement vouloir émanciper les femmes sans chercher à mettre fin à leur exploitation économique. En réalité, les différentes formes d'oppression se cumulent et se combinent. Il ne s'agit donc pas de choisir entre mener la lutte des classes ou mener le combat contre les autres formes d'oppression, mais plutôt de réfléchir à l'articulation et à la convergence des différents types de luttes. Et pour ça, on vous fait confiance. J'ai oublié de dire un truc. Ah, Kylian Mbappé est un